Des objets d'art au Bénin, quoi pour le Togo? Nous sommes le dimanche 31 octobre 2021, dernier rendez-vous du mois. Demain déjà, puis après-demain, une bonne partie des humains aura un autre rendez-vous, celui avec les morts. La Toussaint, la fête des défunts viendront rappeler aux vivants, aux riches et aux pauvres, aux dirigeants et aux dirigés les chemins des cimetières. Depuis quelques années, les plus grands cimetières du Togo refusent du monde. Quel avenir donc pour nos morts? Les fins de mois, comme aujourd'hui, cumulent de tristes sous-bilans. Les êtres chers sont de plus en plus nombreux à préférer quitter cette terre qui n'offre plus toutes les certitudes. Ceux qui ont déjà quitté ont dû se résoudre à laisser leur bien et au Togo, une disposition fait obligation à ceux qui demeurent vivants et qui occupent des positions de dirigeants à déclarer leur bien. Cette semaine, la personne en charge de recevoir ces déclarations a prêté serment. Awanana Dabouya, bien connu des Togolais, va permettre probablement au pays d'entrer dans une nouvelle dimension, peut-être celle dont rêve le président de la Cour suprême. Abdoulaye Yaya veut en effet un autre Togo. Il souhaite mettre fin aux expulsions forcées et massives, aux démolitions d'immeubles et tout déguerpissement massif des populations. Puisqu'il s'agit encore de rêves, certains habitants de la commune Golfe 5 étaient confrontés lundi à la réalité. Ils ont vu leurs étalages, leurs hangars ou leurs lieux d'activité au quotidien dégagés. C'est une pilule. Elle est visiblement amère pour les commerçants au point d'inciter le député directement à voler à leur secours. Le président de Nouvel Engagement togolais accuse l'écrivain d'ajouter « Je le répète, le maire Aboka doit rentrer au village, faire des cérémonies. S'il n'a pas de village, on peut lui faire sa cadeau à Siou. On va lui faire manger d'aragre et il va retrouver la lucidité. » Quelle est cette potion si magique qui existe au Togo pendant que bien de Togolais sont à la quête de solutions pour les divers maux de notre société? La dynamique Monseigneur Kodjo a présenté mercredi sa liste de ces mots. La liste part du plan politique au plan de la gouvernance économique en passant par le plan social et celui des droits humains. La DMK exige entre autres la libération de Paul Missiak Beto et de Dimon Oré. Il est certain que beaucoup de Togolais ont oublié. Ils ont probablement oublié que cet ancien ministre et de nombreux autres acteurs restent en détention. Dans exactement 2 mois, 2021 va entrer dans l'histoire. 2022 va-t-il les voir revoir leurs proches et parents? En attendant, ce sont des objets d'art qui sont sur le point de retrouver leurs proches au Bénin. Engagé à restituer au Bénin 26 objets du patrimoine artistique béninois, le président Emmanuel Macron vient de s'exécuter. Auparavant, le Sénégal avait retrouvé le sabre d'El Hadj Oumar, la Côte d'Ivoire, le tambour parlant débrayé. Est-ce que le Togo a aussi des objets d'art à réclamer? Si réellement la France n'a pas d'objets d'art togolais dans ses musées, n'a-t-elle rien du Togo à lui restituer? Certains pensent à toute la vérité sur le coup d'État de 1963. Nous sommes bien en 2021. Malheureusement, la série de coups d'État en Afrique a continué cette semaine au Soudan. Notre invité est le politologue et essayiste togolais Madi Diabakate. L'émission est mise en onde par Vincent Lasbogakudoyo. Nos numéros sont 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Madi Diabakate, bonjour. Bonjour Pierrot, bonjour aux auditeurs. Un plaisir de vous revoir. Un plaisir partagé bien évidemment. Le mois d'octobre est sur le point de s'achever, comme je le disais tantôt. À partir de demain, les vivants vont avoir des pensées pour leurs morts, et notamment quand on évoque la Toussaint et puis la fête des morts, c'est tiré des traditions chrétiennes et notamment catholiques. Je sais que vous êtes musulman, et quelle est l'importance de la mémoire des morts chez vous? Bon, la mémoire des morts chez nous, c'est qu'elle doit être quotidienne. En réalité, c'est un rappel que nous avons tous les jours, parce que chaque matin, quand nous nous réveillons, nous remercions Dieu qui, durant la nuit, nous a permis de nous endormir et de nous réveiller en bonne santé. Je pense qu'il n'y a pas meilleure grâce que ça. Et également, c'est aussi une opportunité de nous rappeler que nous ne sommes que des mortels. Quand vous entendez les gens tempester, tu sais qui je suis, mais tu n'es qu'un cadavre en préparation, c'est tout. Donc, c'est pour dire que c'est toujours important aux humains de se rappeler, d'abord, de ceux qui sont partis, parce que chez nous, on dit un père ou une mère, quand il n'est plus là, ce sont les prières et les œuvres de ses enfants qui deviennent des bénédictions pour lui dans l'au-delà. Donc, systématiquement, au quotidien, nous devons nous rappeler de nos morts, mais aussi nous rappeler que la mort est une réalité. Mais n'empêche, nous ne sommes pas pressés d'y arriver très tôt, mais il faut qu'on le garde en tête et qu'on vive avec cette réalité en sachant poser les actes les plus idoines durant notre séjour ici-bas. Mais justement, il y a un certain nombre de terriens qui n'ont pas conscience de cette réalité-là. On le remarque au quotidien.
Oui, en réalité, ils en ont conscience, mais ils se leurrent juste en croyant que, bon, il n'y a rien de l'autre côté. On peut faire ce qu'on veut ici. De l'autre côté, on pourra continuer par faire ce qu'on veut. Et donc, à partir de ce moment, d'aucuns se disent, bon, on fait ce qui adviendra, on va assumer, c'est tout. Mais malheureusement, c'est la mauvaise conception de la chose parce que, en tant qu'être humain vivant en société, nous devons toujours avoir l'humilité face aux autres, nous devons toujours avoir le respect des autres et bien évidemment, dans toute société organisée, ne pas faire aux autres ce que nous n'aimerons pas que quelqu'un d'autre nous fasse. Donc, et pour ça, il faut qu'on s'en rappelle. Et King Messa dit, Papa au voin, me plovio yomo. Donc, c'est aussi un message codé aussi pour qu'on puisse comprendre que tous les actes que nous posons, peut-être que nous ne serons pas là, mais nous aurons des héritiers ou autres. Et peut-être que ces actes vont rejaillir sur eux en bien ou en mal, dépendant de ce qu'on a fait de notre vie. Vous citez la King Messa dans une de ses chansons. Moi, je vais citer un autre artiste dont j'oublie le nom. En fait, la chanson dit globalement que les vivants aiment véritablement les morts. Les êtres vivants aiment vraiment les morts. On va voir encore la démonstration à partir de demain parce que les cimetières vont être bondés de monde. Les gens iront prier. Comment cultiver au moment où nous sommes encore vivants, comment cultiver cet amour-là, que ce soit au niveau des musulmans, que ce soit au niveau des chrétiens, comment cultiver cet amour? Oui, c'est vrai que les gens aiment les morts et on le dit le plus souvent que même parfois quand quelqu'un est souffrant, on ne trouve pas l'argent pour le soigner. Mais quand il est décédé, on retrouve très facilement des contributions pour pouvoir organiser des enterrements et autres. Et je pense qu'il va falloir qu'on puisse essayer de stabiliser en donnant plus d'attention aux vivants, mais en n'oubliant pas ceux qui ne sont plus avec nous. Et en n'oubliant pas ceux qui ne sont plus avec nous, c'est justement à travers des prières, des messes qu'on peut organiser en leur nom. Et pour moi, on n'a pas forcément besoin d'attendre un jour spécifique avant de se rappeler de nos devanciers, de nos aînés, de nos parents. Et quoi qu'on fasse, il faut aussi noter que même morts, à titre posthume, les gens pensent à nous. Et donc, ils trouveront toujours une occasion de manifester ou bien d'exprimer cela à notre égard. Mais le plus important, c'est comment est-ce qu'on a vécu. C'est ça qui compte. Comment est-ce qu'on a vécu, comment est-ce qu'on est venu également dans ce monde important? On a constaté au niveau de votre croyance, au niveau des musulmans, que les naissances sont célébrées avec face et les décès un peu moins. Est-ce que de plus en plus, ça ne doit pas être la tendance ou la règle au final, que les morts ne soient pas, ou les cérémonies d'enterrement ne soient pas aussi fastes? Oui, je pense que la naissance, le mariage, ce sont des endroits, des moments où on peut se réjouir. Après la mort, je pense que c'est plus dans le recueillement. Voilà, donc l'approche la plus intéressante serait celle de se recueillir assez souvent, d'organiser des prières. Et bon, une fois en passant, dépendant du contexte et des croyances des uns et des autres aussi, on se dit que ce sont des moments qu'on passe avec ceux qui ne sont plus avec nous, ou bien certains vont visiter les tombes. Au niveau de chaque religion, je pense qu'il y a, la pratique est là, mais c'est le niveau ou le degré d'intensité qui est relatif. Vous avez peut-être suivi très récemment ce débat aussi sur l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a eu lieu ces dernières semaines et qui a poussé encore à avoir certaines oppositions sur la question. Donc, au-delà de tout, le baptême, il est bon, mais par exemple, certains musulmans ne sont pas d'avis qu'il faut fêter l'anniversaire, certains musulmans ne sont pas d'avis qu'il faut célébrer les décès, mais on se dit qu'en ces occasions, on peut se rappeler et organiser des prières pour tout le monde. On a constaté que vous, particulièrement, vous voyagez beaucoup. On a constaté également que ces 2 dernières années, presque 2 dernières années, beaucoup de gens ont quitté le monde des vivants. Et je ne sais pas si, durant votre voyage ou durant vos déplacements, vous avez constaté que finalement, les gens sont devenus humbles en sachant que les célébrités sont parties, en sachant que des dirigeants politiques sont partis. Est-ce que vous avez constaté, quand vous sillonnez un peu le monde, que les terriens sont de plus en plus humbles? Oui, je pense que, qu'on veuille ou pas, l'apparition du corona en 2020 nous a quand même fait comprendre une réalité, hein. C'est-à-dire, on a beau avoir le développement technologique, on a beau avoir la science,
il y a des limites, il y a des hésitations. Et ce qui fait que au moment où beaucoup croyaient que faute d'infrastructures, l'Afrique allait devenir un cimetière, et d'une façon un peu particulière, l'Afrique a su minimiser les effets de cette crise. Mais dans les pays occidentaux, on a constaté que malgré l'infrastructure disponible, malgré les moyens, il y a eu beaucoup plus de victimes qu'en Afrique. Et même aujourd'hui, quand on voit le vaccin, moi, chaque jour, je me répète cette phrase. Les médicaments traitent, mais c'est Dieu qui guérit. Et c'est comme ça que je le conçois, parce qu'on a eu à cohabiter avec des gens qui ont été infectés, on a eu à cohabiter avec des gens qui sont morts de cette maladie, on ne l'a pas eu, et à des moments donnés, on se demande, mais qu'est-ce qu'il en est exactement? Comment est-ce que cette maladie se transmet forcément? Et donc cela pousse à avoir un peu de l'humilité. Et comme vous l'avez dit, ce n'est plus une question de j'ai une grande assurance, je suis de tel niveau de standing, non. On peut mettre toute l'attention qu'il faut à votre chevet, mais si Dieu a décidé de vous rappeler, eh bien, il vous rappelle. Et donc, à partir de ce moment, beaucoup ont compris une chose, c'est que la vie n'est pas encore contrôlée par l'être humain. Et je pense que les scientifiques sont devenus de plus en plus humbles, mais au même moment, ils sont de plus en plus motivés parce qu'ils restent convaincus qu'il y a une solution quelque part qu'ils peuvent trouver. Mais ils ont compris que parfois, et on a besoin de se faire humble et d'explorer la plupart des pistes. Quand on parle de Covid, ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est la vaccination qui bat son plein un peu partout dans le monde. Si nous avons le temps, nous parlerons de Covid puisque vous avez la possibilité de nous situer sur ce qu'est la comparaison avec les autres pays. Mais parlons politique avec probablement l'année prochaine l'organisation dans notre pays des élections régionale. Et on sait que le Togo est entré dans une série d'élections depuis quelques années. Il y a eu les élections législatives, les élections municipales. Et il y a eu également les élections présidentielles. Là, les élections régionales vont être une première dans notre pays. Et la question, c'est de savoir s'il faudrait applaudir ou pas. Qu'au final, on va boucler un paquet d'élections dans notre pays. Non, je pense que, vous savez, je voudrais bien d'abord dire une chose. Le problème de l'Afrique, ce sont ce qu'on appelle aujourd'hui allègrement les intellectuels. Et plus précisément, parmi ces intellectuels, c'est notre groupe spécifique, nous qui avons des fondements de juristes. Nous faisons partie des problèmes qui minent l'Afrique. Nous sommes les problèmes de l'Afrique, si je peux le dire ainsi. Parce que en réalité, à partir du moment où on se donne une loi électorale et qu'on n'est pas en mesure d'appliquer la loi électorale pour qu'à la fin du processus, chacun puisse se dire que le processus a été correct et que le résultat à la fin du processus est ce qu'il fallait ou bien est ce qui devait être, alors il y a problème quelque part. Et que vous preniez toutes les élections au Togo, moi je ne vais pas me limiter à la présidentielle de 2020, dont certains continuent d'ailleurs pas à réclamer la victoire. Aujourd'hui, face à la répression, ils sont obligés de la réclamer de l'étranger. Rien, je dis bien rien, ne répond aux normes. On est resté dans une approche d'imposer des tests, d'utiliser des tests quand ça les arrange et de les ignorer quand ça n'arrange pas. Et donc, en résumé, vous ne pouvez pas passer le temps à aller de scrutin en scrutin s'il y a des problèmes fondamentaux qui ne sont pas réglés. Et ces problèmes, ils sont là et ils demeurent. Donc, pour moi, les régionales, en réalité, il n'y a aucun enjeu de là-bas. Et au-delà de ça, quand vous parlez aujourd'hui de régional, quand nous avons fait les locales, quelle est la valeur ajoutée? Qu'est-ce qu'on a pu apporter comme amélioration aujourd'hui en termes d'élections locales? Quand vous parlez de ces structures régionales, combien de mairies ont aujourd'hui des sièges propres à eux? Combien de mairies ont pu mettre en œuvre, faire des investissements sur la base des ressources collectées? Rien. Alors, si vous n'arrivez pas à consolider la décentralisation avec les communes, pourquoi est-ce qu'on se presse pour aller à d'autres scrutins? Cela veut dire en résumé qu'on est dans un contexte où
les élites, entre guillemets, qui sont le problème de l'Afrique en général aujourd'hui, veulent juste se répartir quelques postes et chacun est quelque part, il a quelque chose dans la bouche et il ne peut plus parler à haute voix, c'est tout. Donc les régionales, c'est également une façon de récompenser encore d'autres individus. Et après, on va vous parler des sénatoriales et consorts. Donc, ce sont des structures redondantes au contenu flou et incertain qui, en réalité, à mon avis, ne donnent rien. Ce que le Togolais attend de la décentralisation, aujourd'hui, on ne l'a pas. Aujourd'hui, le Togo, quand vous prenez toutes ces entités, vous ne savez plus si ce sont les maires qui sont compétents ou si c'est le ministre de l'administration territoriale qui est compétent. La dernière fois, j'ai suivi cette affaire d'investissement et autres qu'on remet à une agence gouvernementale au moment où les maires sont élus et sont censés être ceux qui doivent mettre en œuvre cela. Donc, il y a plusieurs réalités qui montrent que, au lieu d'aller de scrutin en scrutin, je pense que nous avons voulu faire la décentralisation. Aujourd'hui, nous sommes dans la décentralisation. Il faut quand même qu'on puisse voir l'effectivité de cette décentralisation. Ce n'est pas venir démolir les choses pour dire qu'on cherche le trottoir pour les piétons. Non, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, vous circulez à Lomé, mon frère, c'est regrettable. On ne peut même plus s'offrir le luxe de payer une voiture qui est basse parce que c'est comme si toi-même, tu n'es pas conscient. Parce que toutes les voies sont dégradées. Vous parlez des voies secondaires. Bon, pour moi, à Lomé, on ne peut plus parler de voies secondaires. Nous n'allons pas tous se construire au bord de la nationale, des nationales. Nous avons, ces localités doivent être désenclavées aujourd'hui. Et le problème, c'est que à peine à 100 mètres de la voie nationale, sur la plupart des axes où les gens habitent aujourd'hui, vous n'avez pas comment on l'appelle, de voie bitumée. Tout est cassé et dès qu'il pleut, c'est vraiment des contorsions sur la plupart des voies. Et c'est dommage. Quand vous parlez des élections régionales, en ces thèmes-là, on est un peu surpris parce qu'il y a quelques années encore, dans nos pays, on réclamait les élections parce que en ces années-là, les élections étaient rares parce que ces élections, même si on arrive à les organiser, elles ne mettaient pas en compétition plusieurs partis politiques. Aujourd'hui, on a les élections, on a la présence de plusieurs partis politiques, on a également les tests. Mais vous semblez dubitatif. Non, vous savez, ces élections, peut-être dans d'autres pays, elles ne mettent pas en compétition les partis politiques, mais ici on a vu, les élections locales ont mis en compétition les partis politiques. Et de tout ça, c'est que on a réclamé ces élections parce qu'on voulait une réelle décentralisation. Les gens étaient fatigués de cette fameuse délégation spéciale qui était plus dans le fonctionnement que dans l'investissement. Les gens voulaient du nouveau, les gens voulaient avoir des gens qui décidaient. Et par rapport au local, moi je suis de ceux qui ont dit non. Vous ne pouvez pas parler des élections locales en faisant une loi qui amène à un scrutin de liste. Pourquoi? Parce que quand vous prenez aujourd'hui le quartier où se trouve la radio Pyramide FM, je pense que c'est l'Oméga. C'est l'Oméga. Ou en fait, à Gbalpedo. Voilà. Nous sommes dans Golfe 5. Voilà, vous êtes dans Golfe 5 et de tous les élus de Golfe 5, on ne sait même pas qui est en réalité le conseiller municipal de l'Oméga. Parce qu'on est, en réalité, dans d'autres pays, quand on parle de décentralisation, ça veut dire que les élus municipaux viennent de quartier par quartier. Et quand vous avez un problème où quelqu'un doit se battre pour vous dans votre quartier, c'est votre élu de la zone. Mais avec cette approche, vous avez une liste, vous ne savez même pas qui de cette liste est concerné. Et c'est ça le problème. Donc, vous avez une liste où des individus, vous ne savez même pas qui peut vous apporter une réponse concrète là où vous vous trouvez présentement. Donc, ce sont là des réalités qui amènent à dire que la conception même de la décentralisation pose problème. La mise en œuvre aujourd'hui où ces gens sont aux affaires depuis plus d'1 an, on a constaté que c'est vraiment du désordre. Donc, vous verrez qu'il y a toujours à commenter ou à dire. Maintenant, c'est vrai que d'aucuns sont contents juste parce qu'ils sont conseillers municipaux. Mais c'est comme s'ils sont conseillers municipaux en orbite. Ils n'ont pas de point fixe. Alors que même quand vous prenez la députation, on sait qu'un député, il est député de tel. C'est vrai que le mandat, il est national. Mais tout le monde sait de quelle localité ou de quelle préfecture le député provient. Pourquoi ne pas en faire de même pour
la décentralisation. Parce que moi, dans mon quartier aujourd'hui, je ne sais pas à qui m'adresser. Parce qu'en réalité, personne n'est venu chez moi. Bon, dans quelle commune? Je pense que ça doit être... c'est à Détikop. Vous ne savez même pas. Je ne sais même pas le nom. Mais ça aussi, c'est un autre défi pour le processus de la décentralisation. Il y a un certain nombre d'habitants, soit de la préfecture d'Aguenivé ou de la préfecture ou de Lomé, et ils ne savent même pas... Non, en réalité, Pierrot, de quelle commune ils sont. Pierrot, vous savez, chez moi, il a fallu que moi-même je trouve des tracteurs pour tracer ma voie. Il a fallu que moi-même j'aménage ma zone. Alors, qu'est-ce que j'attends en réalité de l'autorité décentralisée? Puisqu'elle est carrément inexistante. Elle n'apporte rien. Donc, en réalité, qu'est-ce que j'ai à avoir avec l'autorité décentralisée? Puisqu'elle a démissionné sans avoir même commencé. Et c'est le citoyen qui viabilise les zones. Toutes les zones aujourd'hui à Lomé, ce sont les citoyens qui les ont viabilisées. Après, bon, les gens viennent exproprier pour dire qu'ils veulent faire des zones industrielles, c'est un autre débat. Mais ces zones-là, ce sont les citoyens qui les ont viabilisées. Et aujourd'hui, nos autorités ne viennent pas. Les seuls moments où tu les vois, c'est peut-être chercher à collecter des taxes que tu les trouves, ou bien sur les camions, remorques et autres. Donc, il y a beaucoup à dire et à faire. Et tant que l'autorité ne viendra pas pour faire le travail qui est le sien, il ne faut pas attendre du citoyen qu'il manifeste un intérêt réel à son égard. C'est ça le problème. Aujourd'hui, si vous allez à la mairie, peut-être que c'est parce que vous savez que c'est là où il faut aller vous marier devant la loi. Mais après ça, peut-être pour aller faire quelques légalisations. Mais en réalité, le travail qui est attendu de ces autorités, il n'est pas là. Et c'est là tout le problème. Aujourd'hui, en termes de voirie, il n'y a rien. Donc, c'est discutable. C'est discutable et je reviens à ma conception première. C'est juste une répartition de postes. Des gens sont là, ils prennent quelques émoluments, ils se chamaillent entre eux. Et bon, la vie continue, c'est tout. Vous proposez qu'il faudrait d'abord consolider ce que nous avons avant de penser aux élections régionales. Et consolider, par exemple, en faisant quoi? C'est vrai que vous aviez dit, vous habitez une zone, vous ne savez pas forcément la commune dans laquelle vous vous trouvez. Comment faire à ce que, par exemple, chaque citoyen soit informé qu'il est dans cette commune-là et qu'il dépend ou que ceux-ci sont les élus de cette commune, les rapports qu'il doit entretenir éventuellement avec les élus? Non, je pense que c'est par rapport à ce que les élus peuvent poser comme action qu'on va s'intéresser à eux. Parce que si aujourd'hui ou demain, moi je vais à la maison et je constate que quand même ma voie est en train d'être arrangée, ou je constate quand même que l'éclairage public pour lequel je paye la facture, mais dans ma voie, il n'y a jamais d'éclairage public et ça ne va que devant les maisons de certaines personnes, alors je reste dubitatif. Donc, il faut vraiment que les services de voirie et autres puissent s'étendre à toutes les principales artères de ces différentes communes. Il faut aujourd'hui que quand on parle de budget, on parle d'investissement. J'ai entendu aussi des gens dire que, bon, ils ont fait des réserves ou bien ils ont fait des surplus. Je pense que l'argent qui est là, il faut savoir l'utiliser à bon escient plutôt que juste de mener des activités de routine qui sont surfacturées et autres. On a envie de sentir réellement que la décentralisation qui nous a été vendue apporte quelque chose dans notre quotidien. Mais quand vous vous réveillez et que vous voyez que votre quotidien n'est pas différent de celui des 20 dernières années, dans certains quartiers, où il y avait des délégations spéciales, on comprenait que c'était des gens qui étaient juste là. Mais aujourd'hui, les élus locaux ne montrent pas cette même présence, alors tout reste discutable. C'est ça en fait le problème. Les élus locaux, est-ce qu'ils ont d'abord la compétence, est-ce qu'ils ont la capacité, est-ce qu'ils ont surtout les moyens pour faire tout ce que vous dites là, notamment par exemple dans les différentes agglomérations, reprofiler les ruelles. Je parlais de ruelles, vous m'avez dit qu'en principe on doit dépasser. On ne peut pas parler de ruelles à Lomé. Parce que, vous savez, ruelle là, c'est ce qu'il y a entre deux maisons. Mais de grandes voies qui desservent beaucoup de maisons, on ne peut plus les appeler ruelles. Parlons de voies. Parlons de voies. Moi, je parlais même de voies secondaires, vous n'en voulez pas. Oui, parce qu'en réalité, la voirie revient aux autorités locales. Et comme on le sait, on parle d'un budget. Okay?
Et quand vous parlez de budget, ça veut dire que vous faites de la programmation. Et donc, dans votre budget, vous devez être en mesure de quand même prévoir ce que vous pouvez faire pour cette année, ce que vous ferez pour les autres années. Et c'est ce qu'on appelle l'approche pluriannuelle du budget d'ailleurs. Et quand vous le faites, quand vous posez les pas quelque part, les gens ont de l'espoir que peut-être dans 2 ans, 3 ans, vous viendrez aussi chez eux. Donc, je ne m'attends pas à ce que toutes les voies ou routes soient reprofilées et repeaufinées ou bien ajustées à temps. Mais quand même, il faut commencer quelque part. Et tout dépend maintenant de la planification. Et c'est là où, quand vous planifiez aussi, c'est aussi par rapport aux ressources disponibles. Et qu'on veuille ou pas, aujourd'hui au Togo, nous sommes dans une approche où l'impôt commence par tuer les citoyens. Le citoyen est obligé de payer sur tout. Même nos voitures sont devenues des occasions de nous faire payer un peu de tout. Toutes les impôts qu'on crée, c'est pour nous faire payer. On a vu également les postes de péage monter en flèche, les prix monter en flèche. Et tout ça, vous comprenez que nous payons, mais nous ne voyons pas en réalité ce que nous payons, ce que ça rapporte. Surtout quand vous parlez de la route. Moi, tout ce qu'on verse au péage, quand même. La dernière fois, je suis allé à Dapaon, j'ai vu quand même combien on me fait dépenser pour le péage sur toutes ces voies. Non, prenons le cas spécifique de ceux qui habitent ou ceux qui vivent ou qui ont leur village dans Danton, à Dapaon. Vous avez dépassé combien de postes de péage? Je pense ça vous a fait combien? Ça fait 4 ans. Oui, je pense 4. Il y a un en construction à Mango, donc qui devait être le 5e, je pense. Vous avez dépassé un peu plus? Oui. Déjà, avant, on était à 300. Aujourd'hui, il faut payer 500. Et quand vous allez sur les 4, ça vous fait déjà 2000. Vous voyez? Donc, quand vous mettez tout ça là, vous avez envie de voir un retour sur investissement. Si ce n'est pas forcément chez vous, quand même, il faut le voir quelque part. Mais aujourd'hui, la plupart des voies que nous avons, ce sont des voies qui sont faites sur financement extérieur. Ça veut dire que depuis 2005, où moi j'ai vu cette affaire de fer, et aujourd'hui, je ne sais même plus trop le nom, et venir, on n'a pas vu un investissement. L'argent, là, on ne sait pas à quoi ça sert. Mais nous, on a bien envie de voir nos voies évoluer. Nous sommes prêts à payer les impôts. Mais en contrepartie, on a envie de le ressentir. J'ai parlé tout à l'heure d'éclairage public. Chaque fois, nous payons l'éclairage public. Mais où? Nous payons l'éclairage public de qui? Vous prenez de grands axes, il n'y a pas d'éclairage public. Lesquels, par exemple? Puisque ces dernières années, il y a quand même des efforts qui ont été faits. En tout cas, dans la préfecture d'Aguenivé, il y a quand même beaucoup d'efforts qui ont été faits. En tout cas, moi, je vais parler de la préfecture d'Aguenivé et d'Adétikopé, où sur la plupart des grandes voies qui partent du goudron, vous n'avez pas d'éclairage public. Les autres, je peux les recenser après. Mais déjà, à Adétikopé, où je vis, j'ai ce constat. Et donc, c'est justement le problème. Il faut qu'aujourd'hui, au niveau de ces entités décentralisées, on puisse savoir exactement qu'est-ce qu'ils veulent faire. Que les gens communiquent sur ce qu'ils sont censés faire. Que les gens communiquent sur les ressources dont ils disposent et qu'est-ce que cela peut leur permettre de faire. Mais on a constaté qu'il n'y a que des cris, des querelles. On dit il y a eu dépassement de 250 millions ici. Mais en réalité, ça a servi à quoi? Personne n'arrive à comprendre. La vérité, elle est là. Mais tout ce que vous dénoncez ou toutes les faiblesses que vous constatez, est-ce qu'on ne peut pas les expliquer par le fait que ce processus-là aussi est à ses débuts? Non, ce processus ne peut pas être à ses débuts. Si je mais il est justement à ses débuts. Non, ce processus ne peut pas être à ses débuts. Quand je vais prendre l'exemple particulier de Golf 5, je prends le maire de Golf 5. Ce monsieur a été à la tête de la délégation spéciale durant presque les 20 dernières années. Ça veut dire que ce monsieur à la tête d'une commune est une expérience qui peut être utilisée. Mais on ne voit rien de concret. Mais l'expérience de la délégation spéciale, elle est totalement différente d'une expérience... Non, non, je vais vous dire, l'expérience de la délégation spéciale reste la même. La seule différence, c'est que la délégation spéciale, c'était des copains cooptés et personne ne pouvait contrôler ce que faisait l'autre. Ici, quand même, vous avez quelques représentants qui seraient de l'opposition dans ces conseils communaux.
qui cherchent à voir, qui cherchent à critiquer. C'est tout. Mais en réalité, quand tu es engagé à être maire, tu ne vas pas venir me dire que c'est maintenant que tu veux apprendre. Ça veut dire que tu as appris et tu t'es trouvé compétent pour venir candidater à ce processus. Donc, on peut comprendre qu'il y a des difficultés avec l'administration centrale, mais dire que c'est maintenant qu'on veut apprendre, c'est vraiment se moquer des Togolais. En tout cas, quand vous évoquez la commune Golfe 5, nous reviendrons, si nous avons le temps, sur ce qu'on peut considérer comme des incidents au niveau de cette commune. Moi, j'avais voulu qu'on parle des élections régionales, mais vous avez donné l'impression comme si ces élections-là, il faudrait carrément, quand vous écoutez, non, je n'en vois pas l'utilité, je n'en vois pas la pertinence, sinon que c'est juste se repartir encore quelques postes et puis bon, se moquer. Mais selon, même pour vous, on peut s'en passer, c'est ce que vous voulez dire? En réalité, aujourd'hui, les gens nous parlent de décentralisation accrue ou à outrance. Mais pourquoi est-ce qu'on va encore perdre le temps à aller dans ces régionalisations? On peut parler d'intercommunalité à certains niveaux, ou parce que, bon, on sait qu'il y a des communes qui n'existent que sur papier, qui n'ont pas de ressources et qui doivent profiter des autres. Mais aujourd'hui, ce que le Togolais attend dans son quartier, dans sa commune, il faut le lui apporter. Quand on aura fini cette étape et qu'on aura des résultats concrets, on peut maintenant passer à ces niveaux régionaux et autres. Sinon, la finalité de tout ce processus, c'est mettre en place un Sénat. C'est tout. Et un Sénat, ça veut dire encore que des individus vont être nommés quelque part et ils vont prendre des émoluments à la fin du mois. Et nous, on va continuer par payer de notre poche. Peut-être que c'est le carburant qui va augmenter maintenant, ou bien même d'autres services vont être taxés plus fortement. Aujourd'hui, avec le foncier, on nous taxe sérieusement. Si vous vous amusez, c'est bien de faire un titre foncier. Dès que vous le faites aussi, ça veut dire que vous vous êtes mis une corde au cou. Donc, si tout ça là, nous, citoyens, nous devons payer. Maintenant, juste pour que des gens se retrouvent à des postes et reçoivent des émoluments, ça ne sert à rien. On a compris, vous êtes de la société civile, vous n'êtes pas pressé pour l'organisation de ces élections régionales, mais les derniers invités que nous avions eu ici venant des partis politiques, on a l'impression qui se préparent, eux, pour ces élections. Soyons sérieux, même s'ils se préparent, quand vous tenez compte de la représentativité au niveau des communes, comment est-ce qu'au niveau des régionales, des partis politiques peuvent espérer prendre le contrôle au parti au pouvoir? C'est pas possible. Donc pour vous, les jeux sont déjà faits. C'est clair. Mais avant ces élections, ou avant d'avoir la date de ces élections, le pouvoir a organisé des discussions. Vous savez que des discussions ont eu lieu du début du mois jusqu'en juillet dernier. Ces discussions-là, l'objectif c'est quand même d'aplanir les divergences et d'avoir des élections relativement plus acceptables. Finalement, selon vous, ça aussi, c'était une perte de temps? Bon, là, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Hein. Il y a des gens qui ont dit, ils ont des préalables, sinon ils n'iraient pas. Il y a des gens qui ont dit, ils iront quand même. Et après, ils se sont dit, c'était une perte de temps, on ne devait pas y être. Et il y a des gens qui ont dit, c'est une bonne opportunité, il faut qu'on puisse y être et jusqu'à la fin. Et vous savez, ce qui est marrant parfois au Togo, c'est qu'on se retrouve dans une situation où certains partis de l'opposition se disent il faut toujours accorder le bénéfice du doute et accompagner le pouvoir pour matérialiser les réformes. Et celles-là sont vues d'un mauvais œil par les autres qui sont habitués à ce pouvoir roublard qui essaie de vous amener et puis bon, après, il vous éjecte quand il atteint son objectif. Moi, je pense que ce soit des élections, quoi que ce soit au Togo, c'est une question de volonté politique. Et la volonté politique, le cap des réformes, n'incombe qu'à une seule personne, le président de la République. S'il a la volonté d'organiser des élections crédibles, il les organisera. Il n'a pas besoin de l'opposition ou de qui que ce soit pour en arriver là. On l'a vu. S'il le veut, il le peut. Maintenant, si déjà à la base, toutes ces réformes sont faites juste dans l'optique de la consolidation d'un pouvoir ou de la conservation d'un pouvoir, alors après, il ne faut pas se plaindre. Ceux qui sont partis à ces dialogues, quand les résultats s'y vont venir, ils verront
de quelle manière le schéma sera fait. Donc, c'est ça la réalité. Hein. Tout dépend de la volonté politique de Faure Gnassingbé. Avoir confiance aux institutions qui organisent les élections, c'est voilà l'enjeu. Comment amener justement les Togolais à avoir confiance, ou ceux qui participent aux élections, à avoir confiance en ces institutions, notamment celles qui organisent les élections. Il n'y a pas longtemps, certains ont proposé, je crois que vous aussi, vous en avez parlé une fois ici, une CENI carrément qui soit pas politique. Une CENI technique. Mais est-ce qu'on l'aura un jour? Parce que beaucoup pensent qu'aucun Togolais n'est véritablement neutre. Non, je peux déjà vous rassurer que de par mes échanges, tous les acteurs politiques me disent « Ah, Madi, c'est vraiment une très belle idée, mais pour le moment, on ne pense pas qu'on en a besoin au Togo. » Alors, au moins pour une fois, que ce soit le pouvoir ou l'opposition, eux tous pensent qu'une CENI politisée, avec plein de tensions, leur permettra de gagner un scrutin. Et donc, cela ne fait que illustrer en réalité la méfiance qui existe aujourd'hui au sein de la classe politique elle-même. Et cette méfiance, ce n'est pas seulement avoir une CENI technique, mais il faut, comme je le dis, à un moment donné, montrer une certaine volonté politique pour pouvoir détendre l'atmosphère et amener chacun à s'approprier le processus électoral. Donc, tenant compte de la position des partis politiques aujourd'hui, je pense que ce n'est pas pour demain. Mais comme je le dis, tout dépendra de la volonté politique du chef de l'État s'il veut vraiment mettre en place des organes de gestion des élections qui soient à l'abri de critiques. Et de l'autre côté, quand on parle de confiance entre Togolais, oui, bon, on est aujourd'hui dans un contexte où chacun se dit, quand il a un poste, que c'est Dieu qui a exaucé ses prières et que c'est l'occasion ou jamais de pouvoir s'en mettre un peu plein les poches avant qu'on ne le rappelle. Et donc, à partir de ce moment, les gens ne sont plus concentrés sur ce qu'ils sont allés faire là-bas, mais sur les primes, les avantages dont ils peuvent tirer. Et si parfois même il y a besoin de fermer un peu les yeux pour avoir un peu plus en poche, les gens n'hésiteront pas à le faire. Donc, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de Togolais intègres, mais il va falloir qu'à un moment ou un autre, certains Togolais puissent quand même se positionner et jouer le rôle. Mais ce qui est décevant, c'est qu'au fil des ans, on est de plus en plus démotivé. On n'a même plus envie parfois de contribuer à la construction de ce pays. Chacun veut rester dans son coin et construire son chai et regarder de loin. Est-ce que vous, personnellement, est-ce que vous êtes aussi découragé? Est-ce que votre engagement est d'une certaine manière entamé? Oui, je le dirais parce que déjà pour venir ici aujourd'hui, c'est parce que vous avez insisté et parce que ça fait longtemps, vous savez que ça fait longtemps que je ne viens plus sur les médias, même que je n'écris plus mes tribunes. Non pas parce que j'ai subi la pression de quelqu'un ou autre, mais juste parce que je suis déçu par plusieurs acteurs que je trouve que, bon, une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Mais on entend souvent, on entend de plus en plus ce type de discours. C'est un peu comme si un jour, tous les acteurs engagés dans le processus politique, que ce soit notamment au niveau de l'opposition, la société civile, un jour, tout le monde va démissionner. Et c'est l'impression qu'on a. Quand on interroge les acteurs... On va y arriver parce que, vous savez, d'ailleurs, progressivement, aujourd'hui, l'opinion publique même ne croit plus en la classe politique ni en la société civile. Aujourd'hui, on a une classe politique dont nos populations doutent. On a une société civile qui est devenue plus une administration qui ne veut pas de problème avec le pouvoir pour pouvoir continuer par exécuter ses projets calmement, pour recevoir ses financements extérieurs. Et donc, personne ne croit plus en personne. Et les quelques-uns qui continuent par se battre aussi, à un moment donné, ils vont s'époumoner. Et c'est là où on va rentrer dans une situation où il n'y a plus de répondants. Et donc, ça peut amener à d'autres situations où on n'a plus de répondants en face pour canaliser et pour permettre de régler les situations. Ouais, ben en fait, qui a intérêt à ce que la situation soit de cette façon-là? Le pouvoir, par exemple? Dans tous les cas, même le pouvoir, si la situation devient ainsi, ça veut dire qu'il n'aura plus d'acteurs en face de lui, mais il aura toute une opinion publique contre lui. Donc, ce n'est pas dans son intérêt. Mais l'idée première qui est derrière tout ça, c'est qu'à un moment donné, quand vous avez la conviction et que vous avez une certaine vision,
et que vous voyez que les gens ne vous accompagnent pas, vous vous dites que Allah n'est pas obligé et vous-même, vous n'êtes pas obligé. C'est tout. Donc, à vous écouter, les prochaines années, les prochains mois, et ce découragement-là peut aller crescendo et peut entamer durablement soit les partis politiques, les associations. Vous avez dit quelque chose là, les associations, pour certaines, veulent ne plus se mouiller et avoir le financement. Mais qu'est-ce que vous conseillez à ces associations-là? Non, en fait, la société civile ne peut pas être une structure formelle. C'est une mauvaise compréhension de la société civile. Quand on parle de... Aujourd'hui, vous allez voir que nous avons eu au début des années 90 une société civile qui était engagée. Une société civile qui voulait des réformes, qui voulait des changements. Aujourd'hui, quand vous prenez ce qui se passe au Soudan, où malgré le coup d'État, vous avez une société civile qui est dans les rues et qui dit « retournons à ce qui était convenu, nous ne voulons pas des militaires ». Mais malheureusement, aujourd'hui, nous avons plus dans nos pays, et au Togo, une société civile qui est plus en train de chercher un récépissé au ministère de l'Intérieur, une société civile qui est plus obligée de faire profil bas avec le pouvoir pour pouvoir continuer par exercer ses activités, ne pas aller à certains niveaux. Et donc, cette approche de formalisation ou d'administrativisation de la société civile, je pense qu'elle en fait une administration bis où les gens rentrent dans des codes conventionnels et autres. Alors qu'on a besoin d'une société civile qui puisse être au-delà de ces affaires d'exécution de projets, de financement et autres. Et dans plusieurs pays, vous avez vu, ces sociétés civiles à un moment donné ont été incarnées par les barreaux des avocats ou bien les syndicats des travailleurs. Et malheureusement, aujourd'hui même, on constate que toutes ces structures, soit elles sont noyautées, soit on crée une loi sur mesure pour les étouffer dans l'exercice de leurs activités. Mais justement, la situation que vous décrivez n'est pas née ex nihilo. Bon, elle n'est pas née ex nihilo parce que aussi, à un niveau, vous savez, petit à petit, des gens se sont servis de la société civile comme rampe de lancement pour des promotions politiques. Et il y a eu également ce problème à un moment donné. Mais de l'autre côté, vous savez, l'engagement de quelqu'un, vous l'appréciez par rapport non seulement à la durée, mais à la conviction affirmée de la personne. Mais si à partir d'un moment donné, et Nathalie Yamb l'a dit dans l'une de ses interventions sur YouTube que j'ai suivi, elle disait que la jeunesse africaine actuelle est plus dangereuse que ceux qui nous dirigent. Parce que quand tu la vois crier, c'est parce qu'elle n'est pas associée au partage du gâteau. Non pas par conviction. Donc dès qu'elle a sa part de gâteau, elle préfère se taire. Donc c'est un peu cette situation qui entache aujourd'hui la société civile après avoir cassé les partis politiques. Et vous savez, les partis politiques, on l'a vu au début du processus des années 90, progressivement, on dit tel va chercher l'argent, tel va faire chose. Et aujourd'hui, tous les partis politiques de l'opposition togolaise sont réduits à ça. Est-ce que vous avez pris? Est-ce que vous n'avez pas pris? Une dynamique, un groupe comme la C14, on a tous vu que c'est à cause d'une affaire de 20 millions que cette dynamique a perdu toute sa crédibilité et a été fragilisée. 20 ou 30 heures. Bon, des choses comme ça. Dans tous les cas, je ne comprends même pas comment est-ce que ce montant peut amener à une telle situation. Donc, la mentalité a été travaillée à un moment donné pour montrer que des gens sont saints, des gens sont le diable. Et aujourd'hui, on est dans une situation où même les saints, à force, sont perçus aujourd'hui comme des diables aussi. Donc, ça, dans un instant, les auditeurs vont vous poser également des questions. J'ai quelques questions déjà, mais ce que vous décrivez, on a l'impression qu'on a une mentalité togolaise là, qui est une mentalité particulière. Parce que quand vous faites référence au Soudan, le Togo a connu des situations de ce genre. Les gens sont sortis dans la rue. Mais pour autant, les résultats que les gens attendaient, ces résultats ne sont pas venus. Alors, posez-nous deux questions fondamentales. Les gens sont sortis dans la rue après le 5 octobre 90. On a eu des résultats. On a eu un processus. Ça veut dire qu'on a su utiliser cette pression populaire. Mais quand nous prenons le plus récent, août 2017, qui, rassurez-vous, il y aura encore d'autres, puisque c'est des... Vous savez, la vie, en termes d'analyse politique, c'est un cycle. Hein. Après chaque 30 ans,
vous avez toujours des changements. Qu'on veuille ou pas aujourd'hui, on a une société civile qui, durant plusieurs années, est sortie des populations qui sont sorties, qui se sont sacrifiées, mais qui n'ont jamais vu de changement. Vous avez parlé des prisonniers politiques. Tout ça, ce sont des situations qui amènent les gens à dire, mais on sort, on nous maltraite, mais après eux, on les libère et nous restons en détention parce que nous ne sommes rien, nous ne connaissons personne. Et donc, ça ne fait que amener à la démobilisation. Aujourd'hui, vous n'allez pas voir un Togolais qui sera prêt à dire, je vais donner ma vie pour la lutte là, parce qu'il a compris que même s'il lui donnait sa vie, après lui, les gens vont continuer par vivre et même trahir la lutte. Donc, c'est un peu... Le Togolais, il a envie que les choses changent. Mais à force de ne pas savoir capitaliser ces mobilisations, il préfère de plus en plus relâcher. C'est ça le problème. Merci beaucoup. Nous allons avoir les auditeurs dans un instant. Je rappelle les numéros 70 43 09 70 96 50 34 37. Mais il y a une première question, la question de David Diossou. Vous avez dit tantôt à l'entame de l'émission, quelque part, que quand vous avez votre titre foncier, vous mettez une corde au cou. Qu'est-ce que vous voulez dire en réalité? C'est ça le sens de sa question. Non, en réalité, à partir du moment où vous avez un titre foncier, ça veut dire que vous êtes identifié et vous devez payer des... On n'a pas tous oublié qu'il y a des taxes maintenant à payer sur nos habitations et sur nos biens. Donc, c'est la façon la plus facile de vous identifier aujourd'hui et de vous taxer. Le téléphone maintenant pour le premier auditeur. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, quel est votre nom? Oui, votre question. Bonjour. Bonjour, mon frère Pelé. Est-ce que c'est un professeur? Bon, je sais que parfois quand on dit Madi Diabakate, les gens confondent avec Ali Diabaté. Ok. Professeur, je pense que vous voyagez beaucoup. Parce que si vous voyagez et que vous racontez des Tchadiens, des Péninois, des Sénégalais, des Ghanéens, comment est-ce que vous discutez de la politique? Comment ils vous critiquent lorsque dans votre pays, vous avez depuis 1963 une seule famille à la tête? Comment vous discutez avec eux? Ça, c'est la première préoccupation. Deuxième préoccupation, c'est concernant la CENI. Je pense que pour une série technique qu'on n'a jamais fait dans le pays, les politiciens refusent d'aller à une série technique. Parce qu'à la série politique, il y a des gâteaux. Les gens pensent toujours sauver leur parti politique. Allez là-bas pour discuter. Si on parle d'une série technique, monsieur le professeur, est-ce qu'il ne s'agit pas d'aller chercher des gens intellectuels comme vous? Il n'y en a pas au Togo, quand vous avez dit, vous avez dit que quand on parle des gens du Togo, d'accord. Est-ce qu'on ne peut pas commencer? C'est impossible à des Togolais de faire une série technique. Bien, merci. C'est noté. C'est une question qui revient chaque dimanche avec le même auditeur. La question de la série technique, ça lui tient vraiment à cœur. Vous commencez peut-être par là? Oui, je dirais que la série technique, elle reste possible. Hein. Et il y a plein de Togolais qui ont des compétences aujourd'hui qui peuvent être mises à contribution dans le cadre d'un processus électoral. Il y en a plein, j'ai la chance d'en rencontrer plein, j'en vois d'ailleurs plein qui sont dans des missions, que ce soit avec les Nations Unies, avec la francophonie et autres. Mais la plupart, à un moment donné, ils vous disent, bon, il vaut mieux être loin des problèmes du Togo parce qu'ils ne savent pas quelle est l'intention réelle et même s'ils sont appelés, ils ne sont pas pressés de venir s'ils ne sont pas rassurés de l'objectif final du processus. Mais je reste convaincu qu'il y a plein de ressources humaines qui peuvent faire ce travail et il suffit juste de détailler l'approche et d'avoir des TDR appropriés. Maintenant, en ce qui concerne les réactions à l'extérieur et autres, vous savez, pour la petite histoire, le plus souvent quand je suis dans des formations, des ateliers et autres, les gens sont émerveillés. Après, quand ils se rapprochent de moi pour mieux me connaître, quand je dis je suis Togolais, ils sont découragés. Et moi-même, parfois, je préfère même éviter la question de ma nationalité parce que parfois, ça déteint sur mon travail parce que les gens se disent, mais un Togolais va nous parler d'alternance, un Togolais va nous parler d'élection. Qu'est-ce qu'il a déjà fait chez lui?
ou bien qu'est-ce qu'ils ont pu réussir chez lui. Donc c'est toujours cette conception, mais n'empêche, je reste convaincu que c'est un processus, et ce que je fais le plus souvent, et d'ailleurs en intervenant et autres, c'est également ma modeste contribution pour montrer que les lignes peuvent changer et qu'on peut arriver à faire quelque chose de similaire chez nous aussi. Donc il faut juste, comme je l'ai dit quelques instants plus tôt, c'est une question de volonté politique, et cette volonté politique, ce n'est pas 22 dialogues ou 23 dialogues qui vont la décanter, mais la volonté politique du chef de l'État. Bien, la première partie de la question, est-ce que c'est important de rappeler ce constat-là? Une même famille qui dirige le pays depuis des décennies, notre ami vient de le rappeler. Non, vous savez, qu'on veuille ou pas, il n'a fait que rappeler les faits, c'est ce qu'on dit. Les faits de l'espèce sont simples, c'est ce qu'on constate, c'est la même famille, bien évidemment, et même si aujourd'hui on Est-ce que le problème c'est la famille? Ça peut être aussi l'un des problèmes. Parce que, au-delà de tout, quand quelqu'un s'accapare le pouvoir et quelqu'un vient dire que notre père nous a dit de tout faire pour ne pas laisser le pouvoir nous échapper, vous comprenez qu'il y a un problème lié à la famille. Maintenant, pour pouvoir combattre la chose, il ne faut pas commettre l'erreur de se limiter à la famille. Il faut voir tout le système qui est autour de cette famille. Je pense que c'est la seule subtilité. Le deuxième auditeur. Allô? Oui, bonjour, vous êtes à l'antenne, vous parlez un peu plus fort. Oui, Taoufik, vous parlez trop bas. Ok. Vu ce qui s'est passé dans la commune d'Orsec cette semaine, est-ce que le maire qui est élu par les personnalités ou bien les habitants de sa commune et qui a réagi de cette façon, et que nous tous nous allons vivre tout ça négatif, est-ce que c'est possible qu'on demande la démission de ce maire? Voilà. Ok, je dirais d'abord, il faut qu'on clarifie les choses. Hein. C'est-à-dire qu'on veuille ou pas, il y a le domaine public. Et occuper le domaine public est sujet à plusieurs encadrements. Mais n'empêche, ce n'est pas parce que on est sur le domaine public que lorsqu'on veut poser une action pour libérer le domaine public, on ne peut pas le faire dans la posture d'un bon père de famille. Le maire est le père de famille de la commune. Et à partir de ce moment, toute activité, toute action qu'il entreprend doit veiller à avoir un aspect humain. Et on a l'impression que le maire de Golfe 5, il est plus préoccupé par des tests. Je ne vais pas débattre sur sa compréhension des tests. Et bon, il fait son coup d'éclat et il retourne dans son coin assez paisiblement. Mais la vérité aujourd'hui, c'est que vous ne pouvez pas à chaque fois ou bien venir déguerpir des gens, détruire ce que les gens ont fait aussi facilement. C'est une question de sensibilisation et vous amenez les gens à partir progressivement. C'est tout. Mais cette affaire, j'ai l'impression que dans notre pays, tout le monde pense que la force est la seule façon de faire passer un message. Donc on terrorise tout le monde, on fait déployer les soldats, la force publique qui vient, qui frappe sur tout le monde. C'est dommage, c'est regrettable, mais s'il faut que le maire démissionne, ça, il faut le dire aux conseillers municipaux qui l'ont élu. Et je rappelle d'ailleurs que cette commune, il y a eu, l'opposition pouvait avoir la tête de cette mairie, mais à la dernière minute, les gens ont dit qu'il fallait que le poste de maire revienne à quelqu'un d'Aplao et que le gars de l'ANC qui était favori, on dit qu'il n'était pas à Plao et on a donné ça à M. Aboka. Donc ils peuvent toujours le démettre s'ils le veulent bien. C'est vrai qu'il y a des débats autour de cette commune. La réaction derrière l'intervention ou la sortie de M. le maire, c'est des réactions au niveau du ministère, des réactions dans l'autre commune Golfe 7, des soucis qu'il faudrait sans doute arriver à résoudre. Dans une de vos interventions, tantôt vous aviez dit qu'il faudrait consolider la décentralisation. On a des soucis de délimitation même des communes. Comment régler ça au plus vite, puisque ça fait quand même un peu plus de 2 ans que ce processus est dans sa phase expérimentale ou active? Je pense que c'est la loi qui permet de délimiter les communes. Maintenant, aujourd'hui, si on me dit que quelqu'un ne sait pas là où se situe sa commune, et on a aujourd'hui au moins les GPS qui peuvent nous permettre
de pouvoir définir les bornes d'une commune. Et quand vous le faites maintenant, vous essayez de... Mais on a l'impression que ce n'est pas aussi facile que ça, puisque ce problème est posé Non. depuis... Non, vous savez, en réalité, cette commune... Non, mais ça ne concerne pas que cette commune. Oui, Golfe 5, Golfe 7. Mais ça concerne d'autres communes Oui, également. ce n'est pas la première fois. Vous savez, en réalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a fait des découpages juste pour effriter la ville de Lomé pour que aucun maire ne vienne de l'opposition pour avoir une assise solide. Et ce sont les premières conséquences. Non, mais ça aussi, c'est une analyse. Oui, bien sûr, mais bon, je le dis parce que, bon, pour moi, c'est une certitude. Elle n'est pas soignée, c'est une certitude. Donc, aujourd'hui, on se retrouve dans un contexte où les gens cherchent à aller trouver des ressources dans d'autres communes. Les gens cherchent à gagner de la place dans d'autres communes. C'est tout ce qui se passe. Mais je pense qu'aujourd'hui, que ce soit le cadastre ou des autres services, ils ont les moyens requis pour pouvoir délimiter. Après Taufik, nous allons insérer notre dicteur. Allô, bonjour. Oui, c'est Félix qui revient. Bon, je voudrais parler des élections régionales, monsieur le professeur. Lorsque aujourd'hui, à des élections locales, on arrive politique, on ne sait même pas où se trouvent les limites. Mais lorsqu'on parle des élections régionales, est-ce qu'il n'y a pas de cours de répétition à ce genre de choses? Parce que la population ne sait pas ce qu'on appelle élection régionale. Bon, est-ce que vous pouvez prenez 2 minutes pour expliquer un peu ce qu'on appelle l'élection régionale? Merci. Ok, merci. Bon, je dirais tout d'abord que les élections régionales, on a beau les appeler, c'est toujours dans le cadre de l'approche administrative. Hein. On a nos régions qui existent. Et dans ces élections, à ma connaissance aussi, l'électeur n'est plus, le citoyen n'est plus l'électeur direct auquel il faut s'attendre. Ce sont les élus locaux et autres qui, le plus souvent, ont leur voix qui est prépondérante dans ce cadre et ce genre de processus. Maintenant, en termes de régions, aujourd'hui, on a toujours su qu'on a 5 régions administratives et on a Lomé commune qui a un statut particulier avec la préfecture du Golfe. Donc, je pense aussi que au niveau de ces différentes structures, l'échelle de la décentralisation est en train d'être montée vers le haut. Donc, après les communes, on veut maintenant aller aux régions, puisque les communes sont en réalité dans les préfectures. Et vous savez que par région, on a plusieurs préfectures. Donc, on veut avoir une structure au-dessus de ces communes au niveau des différentes régions. Donc, comme je l'ai dit, en réalité, il n'y a pas d'enjeu. Ce n'est qu'un calcage de la décentralisation à la française hein, qu'on est en train d'avoir en réalité. Donc, maintenant, quand je parle de calcage, que ce soit les institutions régionales, que ce soit le Sénat et autres, bon, à quelle fin, à quelle finalité, il faut se poser ces questions, c'est tout. C'est clair que avant l'organisation de cette élection-là ou de ces élections, des campagnes de sensibilisation permettront à tous les Togolais d'avoir une idée beaucoup plus claire en ce qui concerne la définition réelle des élections régionales. Après, Pelé qui est revenu, nous allons retourner au téléphone. Allô? On n'a pas un autre auditeur. Moi, j'ai quelques questions ici. Il y a par exemple cette question de Thomson. Il dit que pensez-vous de l'excédent budgétaire qu'on a annoncé au niveau de la commune Golfe 4? Bon, l'excédent budgétaire, je ne sais pas ce qu'on veut dire à travers excédent budgétaire, mais la seule chose que je peux dire, c'est que vous avez fait un budget. Et si vous avez fait un budget, ça veut dire que vous avez promis ou bien prévu mobiliser certaines ressources. Donc, quand vous avez vos ressources, débrouillez-vous pour mettre en œuvre tout ce pourquoi ces ressources étaient mobilisées. Maintenant, si vous avez eu plus que ce que vous avez planifié, ça veut dire maintenant que vous devez voir quelle autre activité annexe vous pouvez conduire avec ce supplément qui est là. Donc, vous savez, parlant du budget au plan national, le budget est amendé parfois. Donc, c'est la même chose au niveau des entités décentralisées. Maintenant, dire qu'on voulait 2 millions et maintenant on a 3 millions, on fait comment? Je pense que vous n'avez qu'à voir quelle activité le conseil municipal peut définir et faire. Parce que même ce que vous avez déjà fait au début, c'était peut-être en minimisant les enjeux. Donc maintenant, vous avez plus de ressources, vous vous débrouillez pour investir. Allô? Alors, bonjour. Bonjour.
bonjour Pierrot. Oui. Bonjour. Salut lundi. Je m'appelle Malam. Malam. Oui, Oui, Malam. j'appelle des Zongo. Oui, Malam. Allez-y. D'abord, il faut dire que bon, pour demander à l'invité, aujourd'hui l'opposition dit qu'il n'a pas contact au pouvoir. Et il donne des arguments qui tiennent. Le pouvoir dit qu'il n'a pas confiance à l'opposition. Et lui aussi donne des arguments qui tiennent. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est la première question. Déjà, concernant la série technique, vous avez parlé de ce qui s'est passé en RDC, où les confessions religieuses dans une conscience, ils se réunissent, ils trouvent les deux régions disent qu'ils ont les preuves du président de la République. Ça répond. Est-ce qu'on n'a pas dit cet auditeur? Allô? Oui, allô? Oui, allez-y. Depuis, ce qui se passe en RDC, Oui. on a choisi, les professeurs religieux se sont réunis. Et ils ont trouvé un candidat catholique et protestant aussi. Il est proche de Kabila, Tshisekedi. Ce qui veut dire que, dans ce cas, en prenant notre Togo par exemple, est-ce qu'on peut trouver une personne qu'on ne peut pas avoir un lien avec tel parti politique ou telle personne? Merci. Bien, merci. La question de la CENI technique est revenue une nouvelle fois. Mais cette question, d'une certaine manière, pour ce qui concerne les prochaines élections, elle ne sera pas de mise, puisque c'est une CENI politique qui sera mise en avant. Mais est-ce que vous voudrez revenir peut-être une dernière fois sur Non, la je CENI pense que, technique? j'ai dit tout à l'heure, tout dépendra des TDR qui seront mis en place pour l'identification des membres de cette CENI technique. Maintenant, de l'autre côté, oui, vous ne pouvez pas mettre en place la CENI en ne faisant pas recours le plus souvent à l'organe principal qui est celui de la représentation du peuple, qui est le Parlement, pour pouvoir valider les candidats. Maintenant, quand on parle de technique, ça veut dire d'abord qu'il faut identifier des gens, non pas sur la base de leur appartenance politique, mais sur la base de leurs compétences techniques. Une fois ces personnes identifiées, il faut que la loi sur la CENI, et j'aimerais préciser que dans un pays comme la RDC, la CENI est une institution constitutionnelle. Ce n'est pas une loi que le ministre de l'Intérieur prend pour blaguer les gens. Donc, ce qui veut dire que la Constitution elle-même a prévu cet organe-là. Et donc, vous définissez les critères et les prérogatives de l'organe déjà au niveau de à travers une loi constitutionnelle ou bien une loi organique à ce sujet. Donc, si vous arrivez à tenir compte, nous, ce qu'on fait le plus souvent, on apprend de ce qui se passe dans beaucoup de pays, on fait une analyse comparée pour voir quelle est la meilleure solution à proposer. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tension à un moment donné. Mais ce qu'il faut saluer, par exemple, dans le contexte en question congolais, c'est que c'est la personne et ses liens qui sont critiqués, mais ce n'est pas la foi ou la religion de la personne qui est contestée. Donc, en RDC, plusieurs variantes composent la CENI et désignent les gens à cet effet. Il faut juste s'assurer que cela puisse être fait et que ces gens jouissent de prérogatives qui leur permettent d'être à l'abri de toute pression dans le cadre de leurs activités. La première partie de la question de Malam porte sur la confiance. C'est une question qui est normale. Oui, la situation là, elle est normale. Hein. Vous savez, il y en a qui veulent conserver, il y en a qui veulent conquérir. Mais dans tout ça là, c'est où se trouve la confiance du peuple. Voilà, c'est ça en fait le réel enjeu, que ce soit l'opposition, le pouvoir, c'est pas un problème. Mais où se trouve la confiance du peuple et est-ce que la confiance du peuple est matérialisée et protégée comme cela se doit? Le peuple, c'est le peuple qui est en téléphone ce dimanche 31 octobre avec ses questions, sans doute un autre auditeur. Allô? Allô? Oui. Bonjour, Pedro. Bonjour. Quel est votre nom? C'est M. David de Lukafou. De Lukafou. Oui, David, vous êtes à l'antenne. Oui, quand on parle de loi, on parle aussi de décentralisation. On parle. Mais l'auditeur, est-ce qu'il est là? On parle de l'emploi aussi. Bon, voilà que telle force le ministre a pour dire aux délégués d'Abina de démissionner quand et que c'est les employés qui les ont élus. Et aujourd'hui, aucun opposant et aucun ministre ne réagit pas à ce côté.
C'est la question que je vais poser à notre invité pour voir comment on peut donner la réponse. Bien, merci. Sans doute que vous suivez cette actualité là, autour de Meshamina. Non, sur cette actualité, moi, je pense que d'abord, on parle de quel ministre? Le ministre tutélaire qui, en réalité, est censé protéger les droits et des travailleurs et des délégués syndicaux. Maintenant, il y a tout un débat et vous savez, parfois, en matière de lutte syndicale, parfois les choses deviennent interpersonnelles et ça annule toute possibilité de règlement pacifique de la chose. Et moi, sur cette question, je pense d'ailleurs que Pierrot a pu me lire sur certaines plateformes, je me suis dit, à un moment donné, il va falloir qu'on envoie un message à tous ceux qui s'implantent au Togo pour mener des activités. Le traitement des employés dans la zone franche n'est pas du tout très beau à entendre. On entend le plus souvent. On a les inspecteurs du travail qui font leur effort mais qui sont étouffés. On a les délégués qui font leur effort qui sont étouffés. Pour moi, à partir d'un moment donné, il faut qu'on apprenne à utiliser l'arme du peuple. L'arme du peuple, c'est quoi? C'est le boycott. Si une société est au Togo et ne traite pas bien les Togolais, boycotter ses produits, elle va revenir à de meilleurs sentiments. Oui, mais en fait, ce que vous dites là, je la trouve plutôt curieuse parce que, oui, vous parlez là des patrons étrangers, n'est-ce pas? Oui. Mais est-ce que, par exemple, les Togolais, eux, traitent mieux leurs compatriotes? Justement, quand quelqu'un ne traite pas mieux, il faut justement aujourd'hui qu'on puisse disposer de moyens sociaux pour influencer cela. Et on a des inspecteurs du travail qui sont censés aujourd'hui veiller à ce que ces choses ne changent. Et dans la zone franche, on a également une loi qui permet aux gens de faire tout ce qu'ils veulent. Donc il faut à un moment donné voir dans quelle mesure cette loi peut être revue. Mais tout ça, j'insiste là-dessus, que ce n'est pas seulement Amina, j'ai entendu d'autres sociétés aussi. Il faut qu'à un moment donné, les Togolais qui sont les premiers consommateurs puissent envoyer un message en boycottant. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est Komi. Oui, vous êtes à l'antenne aussi. Bonjour à l'invité. Bonjour Komi. Dans le message envoyé par le syndicat de magistrats, j'ai une partie dont je voulais avoir votre appréciation là-dessus. L'article 4 de la loi organique. Là, ça fait votre intervention, on a un écho qui ne nous permet pas de l'avoir dans les meilleures conditions possibles. Vous diminuez le pose récepteur puis vous parlez un peu plus fort. Ok. Donc je disais que la loi organique 4 disait que les magistrats rendent, je lis la dernière partie pour être bref, ils rendent leurs décisions conformément à la loi et à la conscience. La loi, je peux comprendre que ce sont des textes qui sont écrits, que vous lisez, vous devez respecter. La seconde condition là, est à leur conscience. Comment se qualifie la conscience? Et on regarde les décisions qu'ils donnent, on voit que les décisions sont de manière physique. Pour moi, par exemple, le décision de dire que j'ai acheté tout l'isolé, et que l'isolé, tout le monde va ramasser ses bagages. De cette manière-là, quelle est la chose qui doit les faire refuser et que la loi soit dorénavant utilisée? Ok. Non, je pense que d'abord, est-ce que vous-même vous avez confiance aux magistrats togolais? Ce serait la question que je vous enverrai et à laquelle vous allez répondre vous-même. Et je pense aujourd'hui, ce qui se passe en réalité, c'est que les Togolais ont perdu confiance en la justice togolaise. On a l'impression que quand vous êtes dans un problème foncier, si vous avez l'argent, vous êtes celui qui gagne. Et on a l'impression aujourd'hui aussi que des gens se réveillent. Moi, personnellement, je suis choqué. J'aurais bien voulu qu'un jour au Togo, on aille comme dans certains États où la terre appartient à l'État et non à des individus. Parce que la plupart du temps, soit c'est les gens de la même famille qui vendent 3 à 4 fois à différents individus, ou bien vous êtes quelque part 20 ans après, un individu apparaît pour dire que ceci appartenait à son grand-père ou à sa grand-mère. Maintenant, le plus important aujourd'hui, c'est de savoir si ces décisions de justice ont été rendues au regard de la loi ou au regard des enveloppes que certains magistrats auraient reçues. Et si c'est le cas, j'aurais bien voulu prier mon aîné, le président de la Cour suprême, d'arrêter de faire ce que son prédécesseur Assouma faisait. S'il y a des magistrats corrompus,
Mettez-les devant les faits accomplis et videz-nous ces gens-là. Maintenant, les décisions dans lesquelles on pense que ces magistrats n'ont pas dit le droit, ou bien on dit le droit sur la base d'une enveloppe, il faut voir comment est-ce que, de façon interne, ces décisions peuvent être rendues. Maintenant, il revient aussi à l'État d'apprécier par rapport aux documents que les gens apportent. Les gens font du faux dans ce pays, n'importe où, tout le monde fait du faux, surtout en matière foncière. Les gens apportent, aujourd'hui par exemple, si on te vend un terrain et qu'on veut le revendre à quelqu'un, on antidate la date pour que le tien soit plus récent et soit plus vieux par rapport à celui-ci. Donc il y a beaucoup de faux qui sont faits à différents niveaux. Il faut qu'aujourd'hui on puisse se dire la vérité entre Togolais, que ce soit les avocats, ils sont des cas, que ce soit les auxiliaires de justice, ils sont tous des cas dans le problème foncier, y compris les magistrats. Est-ce que vous avez l'impression que nous sommes en train d'assister à une certaine évolution dans les milieux de la justice ou dans les milieux judiciaires du Togo quand on se réfère un peu aux dernières sorties du président de la Cour suprême? Bon, c'est vrai que les Togolais ont crié. Quand moi, cette affaire par exemple de Bamakopé, ça finit par saouler. Et il y avait eu entre-temps quelque chose de similaire à Davier. La dernière fois, j'ai appris que c'est un village tout entier au niveau de Tchévier, où même le chef de village, les gens sont délogés parce que quelqu'un se réclamait propriétaire de cette terre. Il faut que ça s'arrête quelque part. Et ça, malheureusement, on est dans un système où les gens ont fait de ça un business. Et il faut le dénoncer, il faut que les gens puissent le dire. Mais malheureusement, comme on le dit et comme les magistrats le disent, quand une décision est rendue et que vous n'avez pas fait recours dans les délais, vous êtes perdant. C'est ça tout le problème. Après commis, un autre auditeur. Allô? Allô? Bonjour. Gérard. Gérard. Oui. On vous écoute, Gérard. Salut, mon chef. Salut Gérard. Bon, au résultat de l'exposé que vous venez de faire et des habitudes que nous rencontrons un peu partout au Togo ici, la vie chère, tout ne va même pas, tout devient difficile. Je rappelle que c'est le problème du pain, le prix du pain, au Soudan qui a fait chuter le président. Est-ce que le Togolais vraiment réellement souffre? Bon, répondez-moi à cette question-là. Est-ce que le Togolais souffre? Sinon, comment on peut comprendre que les Togolais endurent et finalement, aucune réaction comme on a compris le fond de votre pensée, cher ami Gérard. Malheureusement, la ligne se dégrade. On a quand même eu l'essentiel. Est-ce que vous avez l'impression que les Togolais souffrent? Bon, les Togolais souffrent. Ça, c'est une évidence. Parce que d'abord, nous connaissons beaucoup d'amis, beaucoup de promotionnaires qui, par la force des choses, aujourd'hui ne sont pas dans une situation similaire à la nôtre. On sait comment est-ce qu'au quotidien, ils souffrent. Quand je prends le recul, je vois nos parents d'ailleurs, je vois ce que gagnait mon père, je vois comment est-ce qu'il nous a éduqués, tout ça, je me demande, monsieur, est-ce qu'il était magicien ou comment? Et donc, c'est une réalité, les Togolais souffrent. Maintenant, les Togolais sont tellement croyants que tout est confié à Dieu. Nous sommes dans l'état d'adoration au lieu d'être dans l'état de droit. Et donc, c'est comme ça. Aujourd'hui, quand vous prenez les salaires, aucun salaire n'est convenable. En réalité, si des gens ont l'opportunité de ne pas travailler dans la fonction publique, ils vont la quitter parce qu'en réalité, il n'y a rien là-bas. Parfois, les primes trompent les gens, mais le jour où vous arrivez à la retraite, vous comprenez que vous ne gagnez rien et pourtant vous travaillez. Donc, il en est de même dans le secteur privé aussi. Ceux qui sont là, c'est vrai que la rémunération a parfois l'air plus intéressante que la fonction publique, mais vous devenez un peu comme l'esclave de votre employeur qui a droit de vie et droit de mort surtout. Vous êtes là, vous faites le béni, oui, pour continuer par subvenir quotidiennement aux besoins de vos enfants. Et quand vous prenez aujourd'hui certains produits, je me rappelle, il y a des produits, 5-10 ans de cela, c'était à 10 francs ou à 5 francs que vous les prenez. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez plus. Prenons même l'exemple de l'œuf. L'œuf aujourd'hui, le prix ne fait qu'augmenter. Donc, ça veut dire que les Togolais souffrent, mais les Togolais sont tellement croyants qu'ils pensent qu'un miracle va survenir. Ça dit que les Togolais s'adaptent finalement à tout type à toutes les conditions. À toutes les conditions. Et bon. Ce qui n'est pas le cas ailleurs. Oui, ce qui n'est pas le cas ailleurs, parce qu'en réalité, comme je le dis, si nous battons pour améliorer nos quartiers où nous résidons, alors que c'est à l'État de le faire, c'est parce qu'on le fait. Mais le jour où on va s'arrêter de le faire, et que d'autres aussi vont arrêter,
la répercussion va se rejaillir sur l'État. Après Gérard, un autre auditeur. Oui, Bonjour. comme qui revient. Oui. La question de la conscience, je ne pense pas qu'on m'a répondu ça. Je me rappelle avoir suivi au niveau du tribunal les avocats de l'alternative posaient. Oui, allô? Oui, mais en fait, Non, je pense que sur la confiance, j'ai d'ailleurs... la conscience. Il parle de conscience. Conscience. Ouais, ouais. Non, ok. En ce qui concerne la conscience, vous savez, chacun de nous, en venant à notre service, nous savons ce pourquoi nous sommes là et nous savons comment est-ce que notre travail peut contribuer à la construction de la nation. Parce que chacun fait quelque chose de quelque part, mais ça influence et ça forme un tout. Maintenant, si quelqu'un n'a pas la conscience professionnelle, je suis désolé, il ne fera rien. Maintenant, tout dépend. Ce quelqu'un-là en question-là, il est arrivé là-bas comment? Il a eu cette position par qui? Donc, il ne faut pas s'attendre à avoir de la conscience professionnelle de quelqu'un qui, déjà, pour arriver là-bas, a utilisé des moyens qui ne sont pas... des moyens légaux. Voilà, des moyens légaux. Donc, il va continuer dans cette pratique. Allô? Oui. Non, mais en fait, Pelé, deux fois, c'est bon. La dernière fois, vous avez fait la même chose. Je vous ai dit 2 interventions, c'est déjà bon. Est-ce que Pelé peut libérer, s'il vous plaît, Pelé, on vous prie humblement de libérer pour qu'on puisse insérer un autre auditeur et avoir peut-être la chance d'avoir une question avant de parler des relations entre la France et l'Afrique. En attendant d'avoir peut-être éventuellement cet auditeur, il nous reste une dizaine de minutes. Nous allons évoquer un peu les relations entre la France et l'Afrique parce que cette semaine, il s'est produit quelque chose d'historique. La France a décidé de restituer des biens pris au Bénin, notamment des objets d'art. Beaucoup ont commencé par jubiler un peu partout sur le continent. Est-ce que vous jubilez vous aussi? Bon, je pense que c'est le summum de l'infantilisation. Parce que vous venez prendre quelque chose chez moi à la maison, vous allez laisser dans votre maison, et vous me dites que bon, vous n'êtes pas sûr que je puisse entretenir ce que moi-même j'ai fait chez moi, et que bon, vous préférez le garder là-bas pour qu'il soit bien protégé. Je pense que c'est un peu ça. La France, vous savez, on nous a appris à l'école que l'Égypte est un don du Nil, et je dirais que la France est un don de l'Afrique. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas seulement restituer ces biens, mais ce que ces biens ont rapporté. Il faut aussi restituer une partie de ces fonds. Parce que ces biens, la France les a utilisés, la France les a mis en valeur, la France les a pris pour gagner de l'argent. Il faut que la France aussi renvoie une partie de cet argent parce qu'en réalité, cet argent revient normalement à ceux qui étaient les dépositaires initiaux de la Non, mais ce que vous voulez dire, c'est que pour accompagner ces objets d'art, il faudrait que la France, par exemple, envoie également des enveloppes. Oui, bien sûr. Parce que, après tout, quand vous prenez quelque chose dont je suis censé jouir et vous partez avec, il y a un préjudice financier, il y a un préjudice moral. Est-ce que ces choses, est-ce que ces objets n'ont pas été pris après une conquête, la conquête du royaume d'Ambo? Non, une conquête. Même à l'époque des conquêtes, il y avait quand même certaines pratiques qui encadraient ces choses. Donc ces choses, même si elles ont été prises dans le cadre d'une conquête, quand on le réclame, vous le ramenez aujourd'hui. Parce que ces conquêtes n'avaient pas pour objet ou raison principale de venir prendre les biens des Africains. Mais beaucoup pensent que c'est une page de l'histoire de l'Afrique qui s'écrit autrement dorénavant parce que les objets ont été restitués au Sénégal. Il y en a eu qui ont été restitués à Madagascar et puis récemment également à la Côte d'Ivoire et sans suit le Bénin. Mais il y a une question qui vient tout de suite quand on entend ces noms-là. On se demande, et le Togo dans tout ça? Bon, peut-être, vous savez aussi, l'une des particularités du Togo, c'est que on est un pays qui est confondu tant au Bénin qu'au Ghana, parce que vous savez un peu l'histoire, mais aussi aux autres pays voisins, je peux parler du Burkina et autres. Donc, ce qui fait que si nous-mêmes, nous n'avons pas su répertorier ce qui nous a été volé à un moment donné, c'est difficile aujourd'hui quand le voleur est de bonne foi ou bien veut retourner ce qu'il a volé, de pouvoir prétendre que ceci est de nous.
Maintenant, je suis sûr que quelque part en France, il y a des biens volés au Togo. Ou peut-être même en Allemagne aussi, il y a des biens volés au Togo. Il faut maintenant juste les retrouver et les identifier, c'est tout. Mais en fait, certains se sont battus sans doute et certains ont réclamé. Est-ce que le gouvernement togolais ou les Togolais doivent commencer par réclamer eux aussi? Bien évidemment, ils doivent le réclamer. Ils doivent le réclamer. Ça fait partie de la culture togolaise, ça fait partie de notre histoire et nous aussi on peut le valoriser. Il y a aussi, quand on évoque le retour sur une partie de l'histoire entre l'Afrique et le monde occidental, il y a la situation de la diaspora africaine aux États-Unis qui revient très souvent sur les côtes. On a constaté que les gens viennent au Ghana, les gens reviennent au Nigeria, les gens ont des origines du Bénin. On évoque là aussi très peu le Togo. C'est un peu comme si personne n'est parti du Togo. Non, vous savez, quoi qu'on dise, il faut d'abord être fier de son pays d'origine avant d'y retourner. Qu'on veuille ou pas, la situation politique aujourd'hui au Togo fait que même nos frères qui sont de la diaspora ne donnent pas ou ne rassurent pas de la bonne image du Togo. Le Togo, le contexte politique a influencé. Aujourd'hui, par exemple, en Europe, quand tout le monde parle, quand Monseigneur Kouboudjiro se promène, ça aussi, ça a des répercussions. Ça fait parler du Togo, mais du Togo en mal. Et personne ne va se réclamer d'un pays dont tout le monde parle en mal. Et aujourd'hui, moi, par exemple, l'une des réalités aussi qu'il faut savoir, aujourd'hui, par exemple, je suis du peuple Anoufo, à Mango, mais quand moi je suis mes traces, je me retrouve depuis le Soudan jusqu'au Mali et autres. Donc, ce qui fait que... Donc, Madi est soudanais. Oui. Bon, il n'y a pas de souci. Tant que je ne voudrais pas prendre la Vous êtes proche de Omar El-Béchi ou qui est... Donc, ça veut dire en réalité que nos origines en Afrique, elles sont mixtes. Nous sommes forcément partis de quelque part. Et le Togo, on avait ce cours... C'est venu de l'Est? Le peuplement du Togo. Voilà, on avait un cours comme ça. Donc, ça montre que nous venons également de tous ces pays-là. Nous avons nos origines quelque part là-bas. Donc, à un moment ou un autre, il faut juste qu'on puisse savoir exactement où se trouve la dernière famille. Mais notre diaspora actuelle, il faut aussi qu'on puisse, à un moment donné, l'amener à faire parler du pays, à faire rentrer régulièrement les enfants au pays. Aussi, c'est... Donc là, la balle est dans le camp du gouvernement, alors. Bien sûr. Si vous êtes d'origine soudanaise, je ne sais pas, le Soudan, on sait que ces derniers jours, c'est un pays agité par un nouveau coup d'État. On est un peu surpris que les coups d'État continuent en Afrique. Je ne sais pas si vous l'êtes aussi. Non, en réalité, vous savez, à aucun moment, je n'ai jamais été pour l'intervention des militaires dans le jeu politique. Et je ne vais jamais applaudir un coup d'État parce que on dit qui vient par les armes ne va que gouverner par les armes. Il n'y a rien à attendre d'exceptionnel. Mais aujourd'hui, ce qu'on a juste constaté, c'est qu'il y a eu une incohérence de la communauté internationale où à certains endroits, on a applaudi les coups d'État, à d'autres endroits, on ne les a pas applaudis. Et les gens ont juste compris que bon, il faut faire son coup de force et aller de l'avant, foncer tête baissée, les condamnations et autres, on s'en fout parce que on sait que la communauté internationale aujourd'hui n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Et par rapport aux intérêts, ils reviendront tous. C'est ça en réalité. Ça dit que la communauté internationale peut trouver demain peut-être des amitiés dans les poutis. Bien sûr. C'est tout. C'est même pas des amitiés. Il y a des intérêts que les gens chercheront à venir sauvegarder. C'est ce que les poutis ont compris aujourd'hui. Donc, qu'il y ait pression sur eux ou pas, ils foncent parce qu'ils savent qu'ils ont une marge de manœuvre pour négocier, pour discuter. Et tout ça, on en arrive aujourd'hui là parce que la communauté internationale a échoué. Quand je parle de la communauté internationale, il faut d'abord que je commence par nos organisations régionales, que ce soit l'Union africaine, que ce soit la CEDEAO. Elles ont échoué. Elles ont applaudi des coups d'État, elles ont condamné des coups d'État. Finalement, elles n'ont plus de crédibilité envers les citoyens. Non, mais en fait, elles ont applaudi des coups d'État où? Mais je prends un exemple très simple. La situation au Tchad, c'était quoi? Tout le monde y est allé, c'était quoi? C'était un coup d'État. Oui, c'est vrai que certains ont fermé les yeux dessus. Oui, c'est vrai.
Donc, à partir du moment où vous fermez pour quelqu'un, pourquoi est-ce que pour l'autre, vous allez faire chose? Et dans tout ça, ce sont les populations qui se démettent, mais en fin de compte, leurs revendications sont récupérées par les militaires qui prennent le commande. Mais on n'espère pas trop de succès à la suite de tout ça. Il y a eu ce coup d'État au Soudan, mais il y en avait eu auparavant en Guinée, il y en avait eu également au Mali. Beaucoup ont pensé qu'avec le lancement des chantiers de la démocratie, les coups d'État, c'est fini avec l'Afrique. Même aujourd'hui, c'est le seul continent sur lequel... Moi, je dis, tant qu'il y aura des coups d'État constitutionnels validés par nos cours constitutionnels, les coups d'État militaires viendront toujours pour à la suite. C'est tout. Aujourd'hui, ce qui se passe dans la plupart de ces pays, c'est parce qu'à un moment donné, nos juges constitutionnels sont devenus des, comment dit-on, des enfants de troupe qui ne font qu'exécuter des consignes. C'est tout. Donc, si notre justice constitutionnelle a évité tous ces tripatouillages, tous ces changements de constitution, de fantasmes et autres, on n'en serait pas là. Donc, je l'ai dit au début de cette émission, l'un des problèmes de l'Afrique, ce sont les intellectuels et plus précisément les juristes. Malheureusement, j'en fais partie. Nous allons nous quitter dans un instant, le temps de faire un peu de comparaison, parce que je sais que vous voyagez beaucoup. J'ai parlé des ruelles. Vous m'avez dit que dans une capitale comme Lomé, on ne doit plus parler de ruelles. Quand vous allez par exemple dans vos déplacements, et comment se présenter ces villes, à part les routes goudronnées, les grandes voies, et comment c'est l'arrière-cour? Non, vous savez, d'abord je vais faire une comparaison. Quand vous avez la chance d'aller dans un pays anglophone, vous vous demandez si, quand Dieu a maudit Adam, est-ce qu'il a fait en français ou comment? Parce que les pays africains anglophones, il y a quelque chose. Même si on peut plus parler de corruption ou autre, il y a ce développement qui est mis en place, ces infrastructures qui sont là, qui évoluent facilement. Par contre, quand vous venez dans les pays francophones, vous avez l'impression que le français est une malédiction, quoi. Rien ne va. On est tous dans un statu quo. Rien ne marche. Les petits investissements qui sont là, les gens se partagent et mettent des commissions en poche. Rien de concret n'est fait. Si quelque chose est fait, c'est juste du saupoudrage. Et donc, je dirais malheureusement, de façon naïve, que d'abord, peut-être qu'il va falloir qu'on oublie le français pour qu'on espère un jour nous développer. Et je pense que le Rwanda est aujourd'hui l'une de ces illustrations en termes de développement et de mentalité. De l'autre côté, quand nous parlons de routes et autres, ces investissements sont faits et les gens ont un retour sur investissement parce que chacun y trouve son compte. Quand vous avez une route praticable, vous avez toutes ces facilités, très facilement vous payez vos taxes et autres pour pouvoir rouler et l'État a de quoi réparer et autres. Donc, le problème, c'est que il est plutôt une question de mentalité. Et je pense que dans nos pays africains d'expression francophone, nous avons vraiment un retard à rattraper. Votre appel, c'est donc de faire évoluer ces mentalités-là dans l'espace francophone. L'émission, elle s'achève. Merci d'être venu, Madi Diabakate. Je rappelle que vous êtes essayiste et politologue togolais. L'émission va être rediffusée à partir de 19h. Merci à Venceslas Boga Koudoyo pour la mise en onde technique. Moi, je suis Pierrot Atiobé. Au revoir. Merci.